Bonjour, je suis Léonard Anthony, praticien en hypnose et auteur de Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Je suis heureux de partager avec vous un échange en toute simplicité que j'ai eu avec l'auteur, médecin anesthésiste et praticien en hypnose médicale, Jamil Ramani. Qu'est-ce que la médecine transculturelle et que dit-elle de la fatigue? Comment donner plus de place à l'optimisme dans notre vie? Qu'est-ce qui relie l'hypnose et l'écriture? Jamil Ramani nous livre sa réflexion sur le sujet. Ensemble, nous échangeons sur les sources de fatigue qui impactent nos vies et partageons nos propositions pour ne plus les subir, pour dire goodbye fatigue. Bonjour Jamil Ramani, merci d'accepter cette petite conversation autour de la thématique de la fatigue. Merci de m'avoir invité. C'est avec un grand plaisir. Alors, je vais en quelques mots dire tout ce que tu fais parce que c'est assez difficile de résumer. Tu es médecin anesthésiste, tu pratiques aussi l'hypnose médicale, tu es romancier, tu as écrit un grand nombre de livres et dont un qui nous intéresse dans le contexte d'aujourd'hui qui s'appelle Bien portant avec la médecine du prophète. C'est un livre que tu as coécrit avec Michel Tanesi et nous allons donc parler de mon thème de prédilection que tu connais, la fatigue. Et je voulais t'interroger à plusieurs titres. D'abord, en tant que personnalité qui a toutes ces activités, comment est-ce que tu perçois la fatigue? Comment est-ce que tu la gères? Qu'est-ce que tu en fais? Et puis aussi, en tant que spécialiste de la médecine, et de la médecine, j'allais dire, transculturelle, euh, qu'est-ce que ce mot évoque pour toi? Et nous allons partager un petit moment et un échange avec un immense plaisir. Je te cède la parole. Eh bien, je peux dire qu'il y a de la bonne fatigue, hein. Aujourd'hui, je suis fatigué parce que j'ai une journée assez active, mais ce que j'ai fait était positif. Donc, j'ai un sentiment de fatigue, mais de fatigue heureuse. C'est-à-dire que ce soir, je vais retrouver avec plaisir mon lit et le plaisir d'avoir fait des choses intéressantes de ma journée. Alors, il y a bien sûr deux types de fatigue. Il y a la fatigue positive et il y a la fatigue négative. Cette fatigue qui survient au terme d'une journée stressante, épuisante, quand rien n'a marché dans ce qu'on a fait dans la journée. Et on sait que la nuit ne va pas être réparatrice parce qu'on va avoir des mauvaises pensées toute la nuit. On va refaire le film de la mauvaise journée. Bien, c'est totalement juste. C'est vrai qu'il y a ces deux fatigues-là qui coexistent. Et c'est vrai que tu as raison et je trouve ça intéressant que tu as commencé par parler de la bonne fatigue parce que la plupart du temps, quand j'interroge quelqu'un, il commence par m'expliquer la mauvaise fatigue. Et toi, ce qui est très stimulant et rafraîchissant, c'est que tu commences par parler de la bonne fatigue. Parce que moi, je suis de nature optimiste, je ne me laisse jamais aller au pessimisme délétère, hein, au pessimisme qui empêche d'avancer, au pessimisme qui désarme. L'optimisme, au contraire, même quand on est fatigué, eh bien, ça permet de surmonter cette fatigue. Et comme je le dis, il y a des fatigues qui sont minantes, qui sont terribles. Tu le dis très bien dans ton livre, hein, Goodbye Fatigue, hein. Ce sentiment de répétition, d'avoir une vie terne, de d'enfiler les journées comme des perles qui se ressemblent, ça effectivement, ça génère la mauvaise fatigue. C'est-à-dire que, le sentiment de pas, bien gérer sa vie et de pas aboutir à ce que l'on souhaiterait, être ou faire réellement. Alors, c'est passionnant ce que tu viens de dire parce que ça rejoint une idée qui me venait pendant que tu parlais. C'est aussi la bonne fatigue, et je trouve essentiel de surligner ce point, qui est que il ne faut pas tomber dans le pessimisme. La bonne fatigue va aussi permettre à la mauvaise fatigue de s'évacuer. Je prends un exemple tout bête. Si tu aimes courir, marcher ou jouer du piano, eh bien, tu vas avoir une satisfaction en ayant accompli quelque chose et ça va permettre, comme dans un vase communicant, à la mauvaise fatigue de s'évacuer en même temps. Qu'est-ce que tu penses de Bien ça? sûr, bien sûr. Moi, je me souviens de journées très dures à l'hôpital où je me disais: Non, je ne veux pas aller au sport, non». Vraiment, vraiment, je suis crevé, hein. Et puis j'y allais quand même.
Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, avec, je suppose, la montée des endorphines, hein, eh bien, venait un sentiment de bien-être et la fatigue disparaissait et je ne me sentais plus fatigué au terme d'une séance très, très, très hard de musculation. J'étais fatigué par ma séance de musculation, mais plus fatigué par la journée que j'avais subie. Et oui, donc il y a comme un système de vase communicant. La bonne fatigue prend place et la mauvaise fatigue cède sa place. Ah, tout à fait, tout à mais ça vraiment, je l'ai expérimenté des dizaines de fois. Des dizaines de fois, je me suis dit: «Non, vraiment, j'ai une journée tellement épouvantable, j'ai bossé comme un âne, je vais pas aller au sport» et j'y vais quand même parce que je sais d'expérience que la bonne fatigue va chasser la mauvaise et ça se répète à chaque fois que je fais ça. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire aussi, parce que tu évoquais la mauvaise fatigue après une journée de travail à l'hôpital, est-ce qu'on peut dire aussi que, par exemple, l'écriture pour toi, en tant que romancier, est une manière aussi de générer de la bonne fatigue? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr, bah, parce que le roman, c'est l'évasion et comme tu dis dans Goodbye Fatigue, hein, il faut s'évader, il faut sortir de sa vie et tu le sais, hein, le mécanisme de l'écriture, de la composition romanesque, c'est une sorte, d'auto-hypnose, hein. On rentre littéralement en hypnose, on est dans une dimension différente de la dimension, réelle, de la dimension habituelle. Alors voilà une piste intéressante aussi et qui vaut la peine d'être mis en valeur, c'est la notion d'utiliser son imaginaire. Parce que nous sommes dans une civilisation aujourd'hui où nous sommes drivés par l'imaginaire des autres. Quand on regarde 4 épisodes d'une série Netflix, on est dans l'imaginaire de l'autre, on est donc passif. Ce que tu racontes là, quand je suis en train de créer, quand tu écris, tu dis, je mets à l'œuvre ma propre imagination. Et c'est effectivement un des mécanismes qui est sous-jacent à l'auto-hypnose. Donc l'auto-hypnose, comme l'écriture, parce que je suis entièrement d'accord avec toi que ce parallèle est très riche d'ailleurs, va nous permettre de nous défatiguer, de retrouver énergie et source par le biais d'une imagination qui se remet en mouvement. Bien sûr, bien sûr. Enfin et tu le sais quand on a du mal à s'endormir, moi ce que je conseille à mes patients et j'imagine que tu fais pareil, c'est de, imaginer que vous êtes sur une plage, imaginer, que vous marchez le long de cette plage, il fait beau, il fait bon, vous entendez les mouettes, vous voyez les bateaux au loin et puis voilà, vous laissez-vous entraîner par votre rêve qui va vous entraîner au sommeil. Et tu sais, je pense qu'on est un peu similaires sur ce point. On ne conseille rien aux autres que nous n'appliquons pas à nous-mêmes. Donc, il n'y a pas une nuit où je fais pas quelque chose de similaire, c'est-à-dire employer mon imaginaire pour retrouver soit un lieu confortable, qui existe ou qui n'existe pas d'ailleurs, que parfois qui s'improvise, et en corrélation avec le moelleux de mon oreiller, de mon matelas et le poids de la couette qui est très agréable. Et tout ça nous emmène sans effort dans les bras de Morphée. Bien sûr. Et comme pour le sport, certaines fois où la journée a été dure, fatigante, éprouvante, je me dis: «Oh, je vais prendre un comprimé pour dormir» et puis non, je résiste et comme je vais au sport quand je suis fatigué, je je vais sur les terrains de l'imaginaire pour, chasser la mauvaise fatigue et gagner le sommeil. Voilà un très très beau message. Alors maintenant, je voudrais revenir à ce livre que tu as écrit, bien portant avec la médecine du prophète. Quel regard cette médecine apporte sur la fatigue? Le regard, c'est un regard d'optimisme, c'est-à-dire que dans le Coran et dans ce qu'a dit le prophète Mohammed, euh, le corps et l'esprit ne font qu'un. Et si nos pensées sont négatives, si notre vision de la vie est pessimiste, eh bien cela rejaillira automatiquement sur notre corps. Pour avoir un corps qui fonctionne, pour lutter contre la maladie,
pour lutter contre la maladie et ses corollaires, la fatigue, hein, Bien un des sûr. symptômes de la maladie, c'est la fatigue. Eh bien, pour lutter contre ça, il faut être positif, il faut chasser les idées maléfiques pour arriver à la guérison et pour arriver à lutter contre cette fatigue paralysante, cette fatigue non seulement corporelle, mais la fatigue de l'esprit. C'est d'une très grande modernité, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai été étonné quand mon éditrice m'a donné à lire un best-seller de la fin du Moyen Âge qui s'appelle La médecine du prophète, écrit par un grand savant, Kérote, du XVe siècle, qui s'appelait Jalal ad-Din Siyuti. Eh bien, bon, elle m'a dit, mais vraiment, il faut que tu le lises, c'est très intéressant, et essaye de voir ce qu'il y a de réel dans ce qu'il écrivait, et si on peut raccorder ça avec la médecine contemporaine. Et je me suis étonné de voir la modernité des propos et tout ce qui est tout ce qui est prôné par la médecine actuelle, par les médecines alternatives, et dans ce livre, La médecine du prophète. Donc, dans le livre de Jalal ad-Din Siyuti, il y a des notions extrêmement modernes, telles que le manger de façon modérée, de bouger, de pratiquer du sport. Et tout cela est dans les conseils de la médecine prophétique. Il est dit que, par exemple, il ne faut pas surcharger inutilement son estomac parce que l'estomac, c'est l'antre des maladies. Ouais, donc ça rejoint en fait toutes les recherches qui sont faites actuellement sur le microbiote et qui nous montrent qu'il y a une vraie relation entre l'incubation virus bactérienne et notre façon de s'alimenter. Ah bah bien sûr, mais par exemple, il est dit qu'il ne faut absolument pas aller déféquer, par exemple, à côté d'une source ou d'une rivière, parce que ça va polluer les eaux et ça risque de transmettre des maladies. Donc encore une fois, pour revenir à notre sujet qui est celui de la fatigue, il établit clairement le rapport entre prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, la manière aussi de se mouvoir dans notre écosystème, c'est-à-dire notre alimentation, mm, pas d'excès, sinon ça a des conséquences inévitablement sur la fatigue au quotidien. Ah, clairement, clairement. Alors, le prophète disait, l'islam, c'est la religion du juste milieu. Il faut absolument combattre les excès, quels qu'ils soient. C'est les excès alimentaires. Et cela en directe ligne avec la médecine grecque, hein. Les Grecs disaient que justement l'estomac était l'endroit par lequel entraient les maladies et qu'il fallait ne pas manger à satiété, qu'il fallait s'arrêter juste avant la satiété pour justement ne pas attraper de maladies liées à l'alimentation, à savoir l'obésité, à savoir les maladies cardiovasculaires. Et c'est donc une notion qui a été reprise par la médecine moderne, hein. La notion de manger 5 légumes et 5 fruits par jour, le concept de manger bien et bouger, ce sont des concepts qui viennent de très très loin, de l'Antiquité gréco-romaine. Et Donc ce que tu viens de dire est important, c'est-à-dire que la médecine du prophète est donc dans la continuité de la médecine grecque. Il y a Ah un bien lien. sûr, oui, 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 bien sûr, bien sûr. De toute façon, la religion musulmane n'est pas n'est pas tombée comme un ovni sur l'humanité, hein. C'est une évolution, c'est une évolution spirituelle, philosophique de l'humanité qui prend ses sources non seulement dans la Grèce antique, mais aussi chez les Égyptiens, mais aussi dans le judaïsme, puisqu'on estime que le judaïsme, Akhenaton a été un précurseur du judaïsme, du monothéisme. Absolument. Le christianisme s'est inspiré du judaïsme, a été la continuité du judaïsme, et l'islam S'inscrit dans le courant. Ouais. s'inscrit dans ce courant, tout à fait. Et c'est vrai que les Égyptiens avaient une médecine déjà, hein. Les Phéniciens aussi avaient déjà une médecine en place et qui
avec des préceptes extrêmement simples que tu rappelles à juste titre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, par exemple, tu parlais de s'arrêter de manger un peu avant, de la fin de la satiété. C'est un élément qui est rappelé aussi par les Japonais. Donc qui reprennent le même principe au Japon en disant: «Attention, ça sert à rien de manger jusqu'à ne plus avoir faim». Et de manière, similaire dans la tradition de la vallée de l'Indus en Inde, le les textes védiques rappelaient aussi que et qui a donné naissance à l'Ayurveda, donc la fameuse, Mmh. médecine connue maintenant en Occident, disait qu'il est essentiel aussi de prendre soin exactement de la même manière. C'est-à-dire ce rapport entre l'esprit, le mental et le corps était clairement établi dans les textes védiques. C'est-à-dire que mais d'une forme imagée, il disait: «C'est comme si tu tenais sur 2 jambes. Si tu prends pas soin d'une des 2 jambes, tu tombes». Bien sûr, tout à fait. Mais tous les courants de pensée philosophiques ont des liens. Heu, Comme je le disais, les postures du yoga, sont extrêmement similaires aux postures de la prière, musulmane, par exemple. Il y a des dans le, on le montre très bien avec des petits dessins dans la médecine du prophète. Les postures de la prière sont vraiment strictement identiques à certaines postures du yoga. Donc, les religions et les cultures étaient poreuses, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des échanges. Il y a eu des échanges entre Rome, la Chine, le monde arabe, etc. Oui, parce que ce qu'on oublie, c'est que dès l'Antiquité, ce sont des populations qui voyageaient beaucoup par le commerce et qui communiquaient, donc qui échangeaient savoir et connaissances. Bien sûr. Le commerce entre la Chine et la Rome antique était très important, et on dit que les aristocrates romaines ont ruiné l'Empire romain et ont enrichi la Chine à cause des soieries. Oui. La soie chinoise était très prisée par la Rome antique, et elle l'a payée à prix d'or. Oui, et comme Alexandre le Grand un peu avant est allé jusqu'à la vallée de l'Indus. Donc il y avait déjà des échanges entre les Grecs et les Indiens, les Bien sûr. Hindous à l'époque. Donc tout ça nous dit une chose fondamentale, c'est que la connaissance et le savoir, s'enrichit et qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, si je t'entends ce que tu es en train de nous dire et que ça me paraît judicieux de le rappeler, il n'y a pas d'opposition entre la science moderne et la connaissance ancestrale. Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque, par exemple, il est dit, il faut fuir les endroits où il y a des épidémies, pour éviter d'être contaminé soi-même. Mais quand on est dans une ville, où l'épidémie s'est déjà déclarée, eh bien, il ne faut pas s'en enfuir, parce qu'on risque de transmettre les miasmes aux autres villes qui sont indemnes. Donc, s'il y a une ville qui est contaminée, n'y rentrez pas. Mais si vous êtes dans cette ville, eh bien, n'en sortez pas. Oui, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'était le confinement de l'époque, bien sûr. Ouais, c'est d'une très grande modernité, hein, là encore. Ce sont des concepts extrêmement simples parce que je pense qu'il y a une chose que tu rappelles dans ce livre, c'est qu'avec bien portant avec la médecine du prophète, il y a beaucoup de choses qui sont d'une grande simplicité et qu'il sont bons de rappeler, tout Bien sûr, simplement. et comme tu le dis dans Goodbye Fatigue, c'est très important d'avoir un esprit positif pour lutter contre la fatigue, de ne pas se laisser envahir par le terne du quotidien, mais justement de s'évader, d'apprendre à s'évader. Et moi, j'ai une théorie qui s'appelle la théorie des petits bonheurs. Et cette théorie des petits bonheurs, ça permet justement de s'évader de cette fatigue qui nous embourbe et qui nous enferme. Euh, Lire un bon livre quand on est fatigué, ça remplit de plaisir, hein, ça permet de s'évader. Euh, Aller dîner avec des amis, même si on est fatigué, on sait qu'on aime les gens, qu'on va retrouver, eh bien ça. J'avais une amie qui disait oh, qu'est-ce que j'aime quand vous m'appelez au dernier moment pour m'inviter à dîner, parce que tout d'un coup, la journée s'illumine. Alors que j'ai passé ma journée à déprimer, tout d'un coup, votre appel me, me montre qu'il y a autre chose que la dépression et qu'il y a autre chose que la fatigue dans la vie. Et
c'est tellement bon de pouvoir s'évader. Oui, là, tu rappelles encore une chose fondamentale, c'est ce que tu disais à propos du sport. Parfois, il faut savoir aussi se mettre un petit coup de fouet parce que sur le moment, on est évidemment bien mieux dans son canapé à Vichy, mais le bénéfice de se remettre en mouvement, d'entrer en lien, va offrir des perspectives extrêmement positives. Bien sûr, bien Un sûr. petit effort, grosse récompense. Oui, exact. Benjamin, merci infiniment d'avoir pris le temps. C'était un échange riche, je pense, qui est éclairant parce que ça nous apporte aussi un regard civilisationnel sur ce rapport à la fatigue qui, évidemment, est inhérente à l'espèce humaine. Ne jamais être fatigué, ça n'existe pas. Et il y a des bonnes fatigues qu'il faut savoir cultiver, je reprends ton expression, Bien sûr. par des petits plaisirs et qui sont à portée de main. Il suffit de savoir ouvrir la main et de C'est sûr. tendre la paume. Mais la fatigue, c'est comme la douleur, c'est un signe d'alerte aussi, hein. Quand on a beaucoup, beaucoup travaillé, vient un moment où on n'est plus capable d'assembler ses idées, on n'est plus capable de réfléchir, de réfléchir correctement, et on a une perte de l'attention, et la fatigue vous dit, mais là, il faut arrêter. Là, il faut faire autre chose. Alors tu ouvres un pan important qui est celle de le rapport que nous avons à la fatigue. C'est vrai que dans notre monde moderne, beaucoup de gens, et moi ça a été mon cas pendant longtemps, avons tendance à faire comme si la fatigue n'existait pas, puisque l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard, et qu'on a des tas d'exemples qui nous sont rappelés. Or, beaucoup de gens arrivent à des extrémités, on parle beaucoup du fameux burn-out, mais même à des échelles inférieures. On en arrive à pousser nos limites trop loin. Or, savoir apprendre, enfin, d'apprendre à écouter sa fatigue nous ouvre des perspectives extraordinaires sur le rapport que nous pouvons avoir à la vie. Bien sûr, bien sûr. Le fait, par exemple, quand j'ai une matinée très intense, le fait de dormir un quart d'heure, eh bien, je repars jusqu'à la nuit sans problème. La sieste réparatrice, mais il y a des sociétés qui l'ont très bien compris, hein, des entreprises qui l'ont très bien compris, qui ont mis à la disposition de leurs employés des espaces de repos pour permettre aux gens de dormir 15-20 minutes et de repartir de façon efficace après cette petite sieste réparatrice. Et oui, parce que nous, on est tellement dans une société de présentéisme, même si les gens sont devant leur écran en train de se traîner, les yeux avachis en train de tomber, on préfère les voir travailler comme ça plutôt que de se dire qu'ils vont être plus efficaces que s'ils ont pris 15 minutes pour se reposer. Or, Ah, bien c'est une sûr. vraie table à renverser, ça. Non, non, mais clairement, bah oui, vous dites en plein boulot, je vais aller faire une sieste. Ah, c'est très mal pris ça, Ouais. par vos collègues, vos collègues ne comprennent pas. Et moi, je ne cesse d'encourager les gens en leur disant, prenez quelques minutes pour fermer les yeux assis à votre fauteuil, ne serait-ce que ça, simplement. Et puis, il y a ce fameux exercice que tu dois connaître, qui est prenez un crayon, tenez-le entre les doigts. Quand le crayon tombe, c'est que vous êtes en forme, vous avez lâché le crayon, vous êtes entré dans une petite phase de sommeil, vous avez somnolé, un peu comme dans une piscine ou quand on rentre sous l'eau et on ressort de l'eau, pour reprendre une image hypnotique. Mais Et mais tout de suite, clairement, voilà, les bienfaits de la sieste sont énormes. à tout C'est-à-dire point de vue. qu'on repart, on repart, même si on n'a pas assez dormi la nuit, la nuit précédente, eh bien, après une petite sieste de 15-20 minutes, on repart comme si, heu, comme si on avait dormi 8 heures. Ça me rappelle une histoire d'une personne que j'avais reçue qui était venue pour des troubles du sommeil importants, mais il n'y avait pas d'apnée du sommeil, donc je l'avais demandé d'abord d'en parler avec son médecin traitant. Et c'était sa manière de vivre. Elle est extrêmement stressée, donc elle se couchait avec son stress, bien sûr en regardant les mails avant de dormir, qui rajoutait une couche, etc. Et puis, avant d'adresser la question du sommeil, qui me semblait difficile parce qu'elle faisait un blocage et une focalisation, et tu sais comme moi que plus on focalise sur un problème et plus il grandit et grossit, je lui ai proposé justement de faire 2 siestes dans la journée, 2 très courtes siestes. Donc de lui dire, bah, si vous êtes fatigué le matin, parce que c'était sa plainte, je suis très fatigué, je lui ai dit, bah, très bien, vous allez faire une petite sieste le matin, une petite sieste l'après-midi, en lui apprenant quelques exercices d'auto-hypnose pour somnoler. Parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans un sommeil profond non plus. Mmh mh. Mmh. Et bien au bout de quelques semaines, elle vient me voir, elle me dit, bah, c'est formidable, je dors pas, mais je suis plus fatigué. Et de semaine en semaine, au bout de 3-4 mois, elle est venue me voir, elle me dit, vous savez, c'est étonnant, je ne m'en suis pas rendu compte, mais je dors mieux. Ouais. Et je lui dis: «Mais c'est évident, si vous êtes
il faut imaginer la vie comme un cercle. Si vous êtes moins fatigué la journée, vous dormirez mieux la nuit. Et cette idée-là, elle n'est pas simple à saisir. Mais la fatigue est un système circulaire. Si on arrive couché, épuisé, on va tomber de sommeil, mais on va se réveiller et ensuite on va rentrer dans des insomnies. Il y a quelque chose là-dedans de contre-intuitif, mais qui me semble être important à rappeler. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Les, le fait de s'échapper dans la journée 1 ou 2 fois, c'est souverain. Ça permet de repartir, les batteries rechargées. Voilà, donc n'hésitez pas, si on a un conseil à donner, à recharger par des petits plaisirs et Non, mais par des siestes votre vie. non, mais c'est comme le corps, c'est comme une voiture électrique, hein. La fatigue, c'est une baisse d'énergie, clairement. La fatigue, c'est une baisse d'énergie. Une des façons de reprendre de l'énergie, c'est soit de faire du sport parce que vous libérez des endorphines et que ces endorphines vous permettent de vous sentir bien, ou vous dormez. Voilà. Donc, deux façons de recharger ses batteries, le sport et le sommeil, les siestes. Et je rajouterai un dernier point que tu as soulevé tout à l'heure, c'est aussi de vous nourrir votre quotidien des petits plaisirs qui, elles, sont Ah oui, source d'une les petits énergie bonheurs, incommensurable. Les petits c'est très bonheurs. important. La théorie des petits bonheurs, c'est ma théorie de prédilection. Eh ben, je la retiens. À très Merci bientôt et merci. beaucoup. Prioriser les petits bonheurs du quotidien et apprendre à les créer pour nous-mêmes. Laisser une grande place à l'imaginaire et à l'évasion dans nos existences. Trouver un équilibre et une communication entre la bonne et la mauvaise fatigue. Ne jamais oublier que, comme nous le rappellent de nombreuses cultures depuis des siècles, le corps et l'esprit ne font qu'un. Il faut en prendre soin. Voilà quelques pistes que j'ai retenues de notre conversation. Il y en a évidemment bien d'autres. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez par ailleurs d'autres clés dans mon ouvrage Goodbye Fatigue. Merci pour votre écoute et à bientôt.